Bonsoir, chers collègues. Nous avons l'honneur de vous faire la présentation du cours sur les atteintes rénales au cours du lupus, cours préparé par le docteur Babacar Lo Diop et moi-même, docteur Abdoulaye Diop. Donc, pour ce faire, nous allons adopter le plan suivant. En grand 1, les généralités, grand 2, signes, grand 3, diagnostic, grand 4, nous allons adopter le traitement et enfin finir par la conclusion. Pour les généralités, donc, les définitions. La néphropathie lipique correspond à l'ensemble des manifestations cliniques et paracliniques en rapport avec les atteintes rénales secondaires au lupus érythémateux systémique. Le lupus érythémateux systémique est une maladie systémique non spécifique d'organes inflammatoires d'origine auto-immune évoluant par poussée et rémission. Donc, pour les intérêts, sur le plan épidémiologique, 55% des enfants présentent une atteinte rénale au cours du diagnostic et 75% en cours d'évolution du lupus. Sur le plan diagnostique, l'intérêt de la biopsie rénale permet de poser le diagnostic. Sur le plan thérapeutique, le traitement est en fonction des classes anatomocliniques. Les immunosuppresseurs avec tendance à réduire l'exposition aux corticoïdes. Sur le plan pronostic, le pronostic dépend de la réponse initiale au traitement, de l'origine ethnique et du type histologique. La physiopathologie. Il faut noter que des facteurs de prédisposition génétique et environnementaux vont entraîner une apoptose anormale ou excessive et ou une diminution de la clairance des corps apoptiques, induisant une accumulation des auto-antigènes apoptiques, ce qui va entraîner une activation de l'interféron alpha, puis une stimulation des lymphocytes B pour la production d'auto-anticorps et une hyperactivité lymphocytaire T. Les auto-anticorps se fixent aux auto-antigènes dans la circulation ou dans les tissus pour former des complexes immuns. Puis, une activation de la voie classique du complément et le recrutement des cellules inflammatoires. Donc, cette activation de la voie classique du complément et le recrutement des cellules inflammatoires sera à l'origine des lésions rénales, donc surtout glomérulaires. Mais également, on peut avoir des lésions tubulo-interstitielles et vasculaires. Donc, ici, c'est un schéma qui explique la physiopathologie. Donc, ici, on a les facteurs environnementaux donc, qui vont entraîner cette apoptose anormale avec libération de corps apoptiques, puis une activation de l'interféron alpha, ce qui va entraîner une activation des lymphocytes B qui vont produire les auto-anticorps. Et ces auto-anticorps et également une hyperactivité lymphocytaire T qui va entraîner un recrutement des cellules inflammatoires. Donc, ces auto-anticorps-là vont s'associer aux auto-antigènes pour former les complexes immuns. Donc, ces complexes immuns vont se déposer au niveau du tissu rénal et vont entraîner une activation du complément. Et cette activation du complément et ce phénomène inflammatoire sera à l'origine des lésions observées. Donc, nous allons passer au chapitre 6. Comme type de description, nous avons pris la glomérulonéphrite lipique classe 4 de l'ISNSM RPS 2017 révélée par un syndrome néphrotique impur chez le grand enfant. D'abord, les signes cliniques seront classés en signes rénaux et extra-rénaux. Les signes rénaux, un syndrome œdémateux de type rénal, parfois un état d'anasarque, une oligurie avec urine mousseuse, une hypertension artérielle est présente dans 50% des cas en règle modérée. À la bandelette urinaire, on a une protéinurie massive et une hématurie. Les signes extra-rénaux, donc il y aura des signes généraux à type d'altération de l'état général, une fébricule, les signes cutanéo-muqueux, à type d'érythème en vespertilio, un lupus discoïde, une ulcération buccale ou nasale, la photosensibilité, l'alopécie ou un syndrome de Raynaud. Les signes musculosquelettiques à type d'arthrasie migratrice, de polyarthrite non érosive, les signes pleuropulmonaires, toux, hémoptysie, dyspnée, épancement pleural, et signes, donc surtout la péricardite, mais on peut avoir également une endocardite de Lippmann-Schacht, une myocardite ou une hypertension artérielle pulmonaire. Les signes neuropsychiatriques à type de crise convulsive, céphalée, syndrome dépressif, trouble de l'humeur. Donc ici, on a une image qui illustre l'érythème en vespertilio. Donc on va passer aux signes biologiques, donc seront classés en signes liés à l'atteinte rénale, mais également en signes liés à la maladie lipique.
Donc, pour les signes biologiques qui sont liés à l'atteinte rénale, il y a les signes au niveau des urines. On a une protéinurie qui est supérieure à 50 mg par kilo par 24 heures, non sélective, ou un rapport protéinurique créatinurie supérieur à 200 nanogrammes par millimole. À l'hémacyleucocyte minute, on a une hématurie qui est supérieure à 10 000 par minute. Au sédiment urinaire, on a la présence de globules rouges dysmorphiques ou de cylindres hématiques. Dans le sang, on a une hypoprotéinémie inférieure à 60 grammes par litre, une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre. L'uricémie et la créatinémie sont élevées. On a également une hypocomplémentémie, donc intéressant les fragments C3, C4 et CH50. Donc les signes biologiques qui sont liés à la maladie lupus, donc c'est un type de syndrome inflammatoire non spécifique. On va avoir une anémie, une leucopénie, une thrombopénie périphérique. On a également des anomalies immunologiques, donc avec la présence d'anticorps antinucléaires, donc anticorps anti-DNA natif et anticorps anti-ADN double brin, qui est plus spécifique de l'atteinte rénale au cours du lupus. On va avoir également des anticorps anti-nucléosomes, des anticorps anti-histone, les anticorps spécifiques d'antigènes nucléaires solubles, comme les anti-ECT, que sont les anti-SM, les anticorps anti-SSA, les anticorps anti-SSB, les anticorps anti-RNP. Donc, par rapport à l'imagerie, l'échographie rénale va montrer des reins de taille normale avec une bonne différenciation corticomédulaire. À l'histologie, à la microscopie optique, on a une hypercellularité endo- ou extracapillaire, diffuse, segmentaire ou globale, intéressant 50% ou plus de l'ensemble des glomérulus. À l'immunofluorescence, on note des dépôts immuns sous-endothéliaux diffus avec ou sans altération mésangiale. Donc, par rapport à l'évolution et le pronostic, donc pour l'évolution, il y a les éléments de surveillance, donc cliniques, surtout les signes rénaux, la biologie et surtout l'histologie avec la fonction biopsie rénale. Les modalités évolutives, l'évolution peut être favorable avec une régression du syndrome néphrotique impur, une stabilisation des lésions glomérulaires avec un passage vers une glomérulonéphrite mésangiale pure ou une glomérulonéphrite extramembraneuse. L'évolution peut également être défavorable avec apparition d'une insuffisance rénale rapidement progressive, une insuffisance rénale chronique terminale ou par la survenue du décès. Donc, le pronostic, il faut noter que le pronostic rénal est réservé avec 40% d'insuffisance rénale chronique terminale au bout de 10 ans de suivi. Donc, ici, on a les critères de mauvais pronostic rénal, que sont un début dans l'enfance, le sexe masculin, le sujet noir ou asiatique, la classe 4, qui est notre type de description, les lésions chroniques à l'histologie, l'insuffisance rénale initiale, la baisse de la fraction C4 du complément et la présence d'anticorps anti-DNA natif. Donc ici, on a une classification pronostique de la NIH, la National Institute of Health, qui est une classification qui se base sur deux index. Donc, il y a l'index d'activité et l'index de chronicité. Donc, par rapport aux lésions glomérulaires, qui nous intéressent plus ici, donc il y a des éléments à prendre en compte, que ce soit l'hypercellularité endocapillaire, la neutrophilie ou cariorexie. La neutrophilie, cariorexie, la présence d'une nécrose fibrinoïde, présence de dépôts hyalins. Par rapport à l'index de chronicité, les lésions glomérulaires donc, seront soit une glomérulosclérose ou la présence de croissance fibreux. Donc, chaque item est gradé de 1 à 3 selon les pourcentages de glomérules atteints ou de surface corticale atteinte. Donc, par exemple, si le pourcentage est inférieur à 25%, le score sera côté 1. Si c'est entre 25 et 50%, 2. Si c'est supérieur à 50%, 3. Donc, il faut noter également que cette classification prend en compte les lésions tubulo-interstitielles. Donc, à présent, nous allons passer aux formes cliniques. Donc, il y a les formes symptomatiques. Donc, dans ces formes symptomatiques,